Ah ouais. Oui, on a appris hier le souci avec Takana Zion, Moussa Moïsi là. Oui, est-ce que c'est étonnant? Non. Moi, je m'attendais à de telles représailles quand on sait à quel pouvoir nous avons affaire depuis maintenant 10 ans, près de 10 ans. On se rend bien compte, surtout en cette période électorale, préélectorale, pré-campagne, que tous les propos qui sont tenus par les acteurs publics sont des propos qui sont épiés, décortiqués par le pouvoir central. On n'est pas du tout... on est fébrile. On n'est pas ouvert à la critique. Tout ce qui est dit contre le président et c'est dit au mauvais moment. Donc il faut arrêter tous ceux qui peuvent avoir des propos contraires, qui peuvent amener le débat public à un certain niveau. Ce que Takana a dit, le sujet, la question qui lui a été posée, que je lui ai posée, la question elle était relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Effectivement. Takana a fait le lien entre cette crise sanitaire et le troisième mandat. Est-ce qu'il a eu tort? Je dis non, il n'a pas eu tort. Puisque, avec un peu de recul, lorsque vous analysez un petit peu l'acte qui a été pris par le chef de l'État, vous vous rendez compte qu'il a fait beaucoup plus pour empêcher ses opposants, pour empêcher le FNDC notamment, d'organiser ces manifestations, de descendre à la rue. Parce que vous savez, la plénière a décidé que le 29 septembre à venir, et que les manifestations du FNDC vont reprendre. Donc ça a été beaucoup plus fait dans ce sens-là pour empêcher que ces manifestations se tiennent que pour une quelconque raison liée à la Covid-19. Si la raison, elle était liée essentiellement à la Covid-19, eh bien, ni le parti au pouvoir, ni comment on appelle les différents dignitaires de ce régime ne se seraient rendus à l'intérieur du pays pour mobiliser du monde. Au moment où je vous parle, Cancan va dans les heures à venir va faire beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de mobilisation. Donc là-bas, il y aura des rassemblements. Alors, on prend un acte contre une maladie qui sévit dans le pays pour protéger les citoyens, mais de l'autre côté, le parti qui tient les rênes de la gouvernance, ces militants descendent à la rue, il y a des rassemblements, il y a des meetings. Je trouve que ce sont deux choses contradictoires. Donc, Rasta n'a pas eu tort de lier l'ordonnance qui a été prise par le chef de l'État à la question du troisième mandat. Parce que cette prorogation, elle est politique. Elle n'est pas liée à une quelconque volonté de préserver la vie des citoyens contre la Covid-19. Elle a été faite pour constituer une sorte de barrière contre le FNDC, contre l'opposition, contre tous ceux qui voudront manifester dans les jours à venir. Et ce qui risque de se passer, on risque d'assister à une campagne électorale sans une quelconque prise de décret par le chef de l'État. C'est ce qui se fait là. Après, lorsque vous manifestez, on va me dire, mais pourquoi vous manifestez? Vous savez qu'il y a l'état d'urgence sanitaire qui est là. Alors, vous, de l'autre côté, vous faites vite votre campagne. L'opposition est en train de chercher les fonds pour savoir comment manifester, comment descendre dans les rues, comment faire la campagne. Vous, en ce moment, puisque voilà, c'est le parti qui a de l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes actuellement, ça glisse, les missions partent d'un peu partout à l'intérieur du pays, il y a la mobilisation qui est en vue. Donc, il n'y a pas d'égalité. C'est pourquoi j'aimerais bien écouter la HAC et puis les autres institutions qui s'occupent un peu de cet aspect des choses pour que cette question d'égalité, les mêmes chances soient accordées aux mêmes partis politiques. Il y aura tirage de sort aujourd'hui du côté de la HAC. Que cela soit su, que les règles du jeu soient claires et que ces règles soient appliquées à tout le monde et de façon transparente. Le plafonnement des dépenses pour la campagne également, je pense que c'est un principe qui est vieux comme le plus vieux métier du monde, mais c'est un principe qui n'est pas du tout appliqué parce qu'il n'y a même pas d'enquête là-dessus. Vous faites un travail un tout petit peu sérieux sur le plafonnement des dépenses pour la campagne, vous vous rendrez compte que le plafond du RPG est percé. Ils sont arrivés à une couche proche de la Lune, mais parce qu'on n'enquête pas là-dessus. Donc je trouve que Rasta a été cohérent hier. Mais ceux qui disent que Takana, c'est une girouette. Mais est-ce qu'ils ont pris le temps de l'écouter depuis le début de cette aventure liée au troisième mandat? Il a été constant. Il n'a jamais soutenu le troisième mandat. Jamais. Il a eu des divergences avec le FNDC sur la façon dont le combat était mené au FNDC. Et je lui donne raison. On peut ne pas être au FNDC et être contre le troisième mandat. On peut ne pas être d'accord avec la stratégie du FNDC et être contre le troisième mandat. Voilà ce que Rasta a fait. Il était toujours cohérent. Je ne pense pas que ce soit une girouette. Hier, il a prouvé encore une fois avec des mots durs, crus,
mais vrai. Bien. Ça fait mal, mais la vérité, c'est ça. Elle fait mal. Moussa. Voilà. Allez-y, Jacques Léo. D'abord, pour Rasta, pour l'instant, il est porté disparu. Hein. Pour Rasta, je pense que si il avait été inquiété, ou alors si on a vraiment envie de l'inquiéter, il faut quand même renoncer à de telles pratiques, parce que hier c'est le kidnapping. Hier dans ses propos, je n'ai rien vu d'insultant, je n'ai rien entendu de si vous voulez de déplacer à l'endroit de qui que ce soit. C'était un discours de colère que beaucoup voulaient tenir, mais c'est lui qui a eu ce courage, sinon la possibilité de le faire chez nous. Il ne sert à rien d'aller s'en prendre à lui. Il est ce qu'il est, j'en peux estimer. Bon, il n'est pas cohérent. C'est vrai, il va dire ça aujourd'hui et puis demain il temporise. Je comprends très bien. Rapidement. Ouais. De toutes les façons, ce qui est analysé ici, c'est le discours d'hier. Si à partir de cela, il devrait être inquiété, je crois que il faut qu'on revoie un peu les choses du côté du gouvernement. Mais Moussa a évoqué quand même quelque chose de très intéressant. C'est la campagne électorale. Oui, la campagne avant l'heure. On en parlera. Non, le problème, c'est qu'il y a déjà des questions qui se posent. Si la date du 18 octobre reste maintenue comme la date pour la présidentielle le 18 octobre, la campagne électorale est censée prendre fin, parce que c'est une campagne qui doit prendre 30 jours, la campagne est censée prendre fin 48 heures avant le vote. Donc, si c'est le cas, c'est hier, en principe, que la campagne devrait commencer. Aucun acte n'a été pris. On a quand même pris un acte pour proroger l'état d'urgence sanitaire. On sait qu'il y a une élection qui est en préparation et c'est pour le 18 octobre. En principe, on devrait, de commun accord, ou disons, on devrait cumuler les deux actes avant-hier pour que nous puissions savoir quelle destination on prend. Ou alors, le président s'est dit, pour cette présidentielle, il n'y a pas de campagne. Chacun se présente candidat et puis il n'y a pas de mobilisation à faire, même si dans les faits, on sait que le RPG est en train de mobiliser, de se déplacer ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Tous les jours, on est en train d'observer ça. Donc, je me demande sur quelle base la haute autorité de la communication qui va faire ce travail ce matin va finalement faire ce tirage. Puisque, parce qu'il n'y a pas eu d'acte. Parce qu'il n'y a pas eu d'acte. Les passages à la RTG, c'est au compte de la campagne électorale qui devrait être ouverte par le président de la République. Ce n'est pas encore fait. Je me pose énormément de questions. Quand vous dites le 18 octobre, il n'y a pas de présidentielle, soit vous avez raison, ou alors il y aura effectivement présidentielle, mais sans campagne électorale. Ou alors on va diminuer le nombre, parce qu'on a déjà beaucoup fait dans cette constitution, qui pose beaucoup de problèmes. On a suspendu une des dispositions importantes qui était nouvelle quand même, c'est les parrainages. Et ça, on dit il faut adapter ça à la loi électorale, etc. Donc c'est possible, pourquoi pas, que nous ayons une nouveauté, pour cette fois encore. La présidentielle, on dit, bon, au lieu d'avoir 30 jours de campagne, on va diminuer carrément pour que on n'ait pas beaucoup de temps à parler. De toutes les façons, c'est le mandat de plus qui intéresse les gens. Justement, et c'est que je disais tantôt, un glissement. Je l'ai dit il y a 2 semaines que c'était prévisible tout ça. Et hier, Takara, quand il parlait de désunion, c'est maintenant qu'on se rend compte, parce qu'il est dans la merde, mais t'entends aucun artiste le soutenir. Non mais au contraire, Gianni Alpha et Singleton l'ont descendu. Vous savez qu'il y a déjà une guerre ouverte entre ces différents hommes. Rappelez-vous du mouvement Ongaï 2020, sont séparés pratiquement à queue de poisson pour des questions de sous. Aujourd'hui, apparemment, Takana, après sa sortie, on a vu le post publié par Singleton qui pense que Takana est à la recherche du profit. C'est pourquoi il se fait entendre. Voilà, donc ce sont les clashs qui ont commencé entre artistes. Il n'y a pas d'union possible. Vous l'avez dit hier, il y a eu une division qui ne dit pas son nom. De l'autre côté, quand je suivis hier la déclaration ou encore l'annonce faite à la RTG, beaucoup n'ont pas fait une remarque. Depuis que ça a commencé, Alpha Condé fait des sorties. Mais pour une première, ce n'est pas lui qui est sorti. Il a fait passer un communiqué à la RTG pour la continuité de l'état d'urgence sanitaire. Il n'a pas osé le faire parce qu'il savait que c'était impopulaire cette décision. Mais ça a été tout de même pris et les Guinéens n'ont pas osé dire un petit mot par rapport à ce qui s'est passé. Quelques-uns ont osé lever le ton pour parler. Takana Zion est parmi ceux-là. Comment comprendre qu'une telle décision qui pour moi aurait dû être changée soit prise sans qu'aucun Guinéen ne dise un mot? Ça veut dire qu'on est prêt à l'accepter, on est prêt à vivre ainsi. C'est la résignation. Ce que je me dis, se passe là en ce moment en Guinée. On m'apprend qu'Alpha Condé est le Guinéen le plus informé du pays.
Ce n'est pas ce que je constate. Mais si. Mais c'est pas ce que je constate. Il a toutes les informations. C'est pas ce que je constate. Désolé, Antoine. Cette décision, il a pris les grandes gueules. Il l'a fait sur des bases politiques. Voilà. C'est qui n'est pas juste. Socialement, on est en train de mourir. Moïse. Socialement, les Guinéens sont en train de mourir à petit feu. Si Alpha Condé faisait un peu le tour de la Guinée, il comprendrait que le Guinéen, le bas peuple ou encore les vrais gens. Il est coupé du monde. Mais il est complètement coupé. Ce qui n'est pas du normal. Non, mais ça fait longtemps qu'il ne voyage pas en voiture à l'intérieur. L'une des causes de ça, et c'est un peu là où je. Est-ce qu'il l'a fait d'ailleurs une fois depuis qu'il est là? Depuis qu'il est. Bon, je crois qu'en 2010, il a fait le tour du pays. Même à Carbelé, il est parti par hélicoptère. Hélicoptère, oui. À l'école de la police, je crois à l'école de police, pour une formation, il est allé par hélicoptère. Voilà. De l'autre côté, j'indexe un peu le rôle de la première dame de la République. Est-ce qu'on en a encore? Parce qu'on dit souvent que c'est la nuit, mais la nuit porte conseil, la mine. Mais quand on dit que attendez, je finis. Dans un pays normal, la mine, la première dame de la République aurait pu donner des conseils à son mari. Ou dire, mon cher mari, mon tendre époux, le peuple est en train de souffrir. Faites en sorte d'alléger des mesures. Antoine. Attendez la mine. Oui, pour moi, elle aurait pu jouer un rôle. Mais je constate que Djenek Kondé est l'ombre d'elle-même. Depuis sa venue à cette fonction de première dame, elle fait tout pour encourager son mari. C'est pas une fonction. Elle n'assume pas les fonctions. Mais les premières dames, c'est reconnu comme une fonction. Ce n'est pas constitutionnel. On parle de. J'indexe le rôle de la première dame parce qu'elle ne joue pas son rôle, la mine. Pour moi, une première dame aurait pu faire en sorte de changer la position de son mari. Henriette Conté perd à son âme, en son temps, lorsque Conté avait tendance à dévier, Henriette Conté était là pour lui rappeler. Antoine, nous sommes dans une république. Oui. Nous ne sommes pas dans une gestion parentale ou familiale. Il confond tout, Antoine. Je ne confonds pas ici la mine, ce que je dis est une vérité. Antoine, la gestion de la on n'a chose. pas de première dame de la République, malheureusement. De la chose publique. C'est juste l'épouse de notre président et puis c'est tout. Nous, c'est le président que nous avons élu. Elle aurait pu jouer un rôle. Lié à l'épouse. D'ailleurs, c'est une fonction qui n'est pas institutionnalisée. Alors, elle joue un rôle dans le domaine social. La plupart des premières dames, même sur le continent, font dans l'humanitaire. Vous pensez qu'elle peut pas jouer le rôle auprès de son mari par rapport à ce qui se passe? À mon avis, elle a un rôle important à jouer. Son silence n'est pas logique. C'est pas normal de sa part. Elle bat plutôt campagne pour son mari, ce qui n'est pas juste. Elle contribue, Djenek Kaba contribue. Antoine dit ce matin qu'elle bat campagne pour son mari. Mais c'est qui est normal. Mais c'est qui est normal. Mais je ne sais quoi. C'est normal, son rôle n'est pas cela. Dans un contexte pareil, elle aurait pu jouer un rôle différent. Je veux te renvoyer vers les institutions de ton pays qui sont créées, qui fonctionnent sur la base des principes et des textes que nous avons votés. Ces institutions-là ont un rôle cardinal à jouer. Si elles ne jouent pas ce rôle, je pense qu'il faut t'en prendre à elles. Pas Madame Djenek Kaba qui fait du mieux qu'elle peut pour paraître à des cérémonies auprès du professeur Alpha Condé. Et même on sait bien que c'est là-bas que les deux les chemins se croisent. Mais il faut s'en tenir à cela. Il faut la laisser tranquille et demander aux institutions républicaines de jouer pleinement leur rôle. Que lorsqu'on essaie d'arrêter un Rastaman comme Takala Zion parce qu'il a osé exprimer ses opinions, parce qu'il a osé dire ce que beaucoup pensent tout bas, et bien que ces institutions puissent lever le ton, lever la voix et dire mais ça suffit que personne ne l'arrête. Quand j'apprends de par ses proches qu'ils lui ont envoyé une convocation hier, il a fallu qu'il intervienne sur les grandes gueules pour qu'on lui dise t'as agressé telle personne, tu dois à telle personne, donc il faut qu'on te mette aux arrêts. Il est porté disparu. Moi je l'ai pas eu au téléphone. C'est du n'importe quoi. Pas eu du téléphone et il faut que les gens arrêtent. Mais Moussa Daraba m'a dit qu'il l'a eu, qu'il est dans la brousse, il est en train de partir de Sierra Leone. Actu Jeune l'a relayé sur ce que je vais dire par rapport à ce tag du président, par rapport surtout au bas peuple pour qui j'ai une certaine pensée ce matin, la mine. Ben si la mine, on paye le transport aujourd'hui de Conakry à Kindia à hauteur de 100 000 francs guinéens. Est-ce que Alpha Condé le sait? Avant c'était à 30 000 francs guinéens. Aller-retour Conakry-Kindia c'est à 200 000 la mine. Mais Alpha Condé n'y pense pas du tout. À part cela, on parle du cas des restaurants et motels, ça fait rire. Mais des Guinéens vivent de ça. Des Guinéens travaillent dans ces motels et autres bars. Mais aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'ils ne travaillent pas et ils sont endettés jusqu'au cou. Certains ont pris par location leur lieu de travail. Cela fait 6 mois qu'ils ne peuvent pas s'acquitter de ces loyers-là parce que l'État les empêche de travailler. Comment se fait-il que des ministres ou des cadres reperchés ont des hôtels, ont des restaurants à Kaloum qui fonctionnent à plein temps,
Ah bon? Ben si. Quel hôtel, Antoine? Attendez, Lamine. Comment ça? Allez-y à Kaloum. Oui, mais tu m'en parles quelque chose. Je ne vous dirai pas de nom. Je ne vous dirai pas de nom. Allez-y à Kaloum. Vous y verrez des restaurants qui fonctionnent à plein temps. Des hôtels qui fonctionnent. Alors qu'au niveau de la périphérie de Conakry, au niveau. Quel haut cadre? Lamine, non mais attendez. Je ne vous dirai pas de nom ce matin. Comment ça, tu ne veux pas de nom? Je vous dis, à Kaloum, allez-y voir, des restaurants sont ouverts. Ça fonctionne. Dis-moi quand même, fonctionne à Kaloum. De Dixine, que l'hôtel de Mathurin ne fonctionne pas. Mathurin, il faut le reconnaître, son hôtel il est fermé. Bien. L'hôtel de Mathurin il est fermé. Tu parles de quel ministre? À Kaloum, oui. Il y a des restaurants. Tu parles de quel ministre? Je ne vous dirai pas de nom ce matin. Comment ça, Antoine? À Caporo, il y a là-bas un restaurant qui fonctionne, et même une boîte de nuit qui fonctionne, qui appartient à un cadre de la police, qui fonctionne à plein temps. En principe, le cadre de la police. Je sais de quoi je parle, Lamine, mais on va y revenir. Mais non, c'est pas une question de minutes là. C'est que je veux dire, Lamine. Quel cadre de police? Au niveau du bas peuple, on est en train de souffrir. On fait souffrir les citoyens. Et ce n'est pas juste ce qui se passe. Il y a une politique de 2 poids 2 mesures qui doit changer. C'est pas bien. Tu vas me siffler à l'oreille peut-être. Moi, j'aimerais inviter. Je crois que les restaurants pour les restaurants. Non, mais Antoine, non. Oui. Non, Antoine. J'aimerais inviter. C'est injuste, Lamine. Ce qui se passe là. Tu parles dans le vide en fait. Pas du tout, Lamine. Je suis désolé. Je ne parle pas dans le vide. Tu parles dans le vide. Je dis qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Si tu le dis. Il y a des citoyens qui n'ont pas la possibilité de s'acquitter de leur loyer quotidiennement. On est en train de les enfoncer, de les tuer à petit feu. Ce que je n'encourage pas. Lorsque le président Macky Sall. C'est qui? Lorsque le président sénégalais proroge l'état d'urgence dans son pays, il le fait sur la base des recommandations qui lui sont faites par les scientifiques, par les chercheurs, par les médecins, par ceux qui sont du domaine de la santé et qui sont engagés dans la riposte contre la maladie dans son pays. Lorsque Emmanuel Macron le fait, vous savez que c'est la résultante d'une série de démarches, de consultations avec ces mêmes scientifiques qui savent c'est quoi la maladie et qui savent que le domaine de la santé, ce n'est pas le domaine de la politique politicienne. Mais lorsque le nôtre proroge l'état d'urgence sanitaire, je me pose des questions sur les consultations qu'il a bien pu mener. Allez-y demander au conseil scientifique si ce conseil a émis un seul avis au sujet de la dernière prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Ça m'étonnerait. Ce conseil, d'ailleurs, je pense qu'il a été classé là où il est classé. Ces recommandations, qu'est-ce qu'on en fait? Les tests qui ont été récemment faits pour les solutions nationales de lutte contre la Covid-19, ces résultats, on les attend toujours. J'estime que... Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la régie, parce qu'on parle d'autre chose, ils mettent un autre titre à l'antenne. On va dans un domaine qui est encore un domaine qui est un domaine névralgique, qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux. Mais s'il faut encore une fois mettre dans ce fruit le verre politique, je pense que là, on est en train de tomber tout bas. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas voir tout sous le prisme de la politique parce qu'après, les résultats seront catastrophiques. Soit vous permettez aux citoyens, à ceux qui sont engagés dans la compétition présidentielle, d'aller en campagne, de battre campagne, en demandant au conseil scientifique, à l'ANSS, de quand même sortir des recommandations sur le port, par exemple, obligatoire de masques, sur quelques mesures de préventives à adopter. Soit vous le faites pour tout le monde, ou bien vous interdisez complètement la règle applicable à tout le monde. Mais il ne faut pas, parce que le FNDC pointe à l'horizon, parce que vous sentez qu'il peut y avoir quelques mouvements sociaux sur toute l'étendue du territoire national contre une candidature qui est une candidature de trop du président Alpha Condé, et bien vous voyez tout ça, vous dites, l'état d'urgence sanitaire est prorogé, sans donner de raison. L'État contribue à se planter un couteau dans le cœur en le faisant. Parce qu'il y a quand même des économies qui n'entrent pas en prorogeant cela. Et vous tuez aussi les petits citoyens, l'informel. Quelle est la part de l'informel dans notre économie nationale? Et c'est là où le peuple vit, les vrais gens vivent. La part de l'informel, ces gens qui sont obligés de vivre notamment les métiers de la nuit. Mais vous tuez tout ce beau monde. Je pense qu'au sommet de l'État, il y a des choses à revoir et on ne peut pas tout rendre politique dans notre pays, c'est pas normal. Voilà. Oui, pour la campagne électorale, pour la campagne électorale, je dis tout simplement, ces leaders qui veulent devenir président, je crois, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils vont parler. On va quand même pas le soumettre à une campagne qui ne va pas prendre 30 jours. Je crois que pour cela seulement... Mais tout est possible maintenant ici. Oui, mais s'ils prennent cette décision, en tout cas, il y a des candidats dont le peuple estime que ce sont des candidats sérieux, comme Cellou Dalein par exemple. Je vois mal comment il peut se soumettre à une décision qui va
contraindre son parti politique à mener une campagne de moins, alors qu'il a envie de faire, comme on le connaît par habitude, les 33 préfectures du pays, aller à la rencontre des citoyens. On n'ouvre pas la campagne et puis on dit on proroge l'état d'urgence sanitaire, c'est ça là la préoccupation. Mais il y a une question aussi fondamentale, il faut quand même qu'on ne nous trompe pas. On a envoyé ces mesures d'urgence là, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce sont les mesures là qui nous ont aidés. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas que les mesures d'urgence sanitaire ont pu aider, n'est-ce pas, à limiter la propagation. Tout comme il l'est. Je ne crois pas. Ouais. Les marchés sont toujours restés ouverts. Les écoles, les écoles on avait arrêté à un moment donné, mais surtout les marchés sont restés toujours ouverts. Je n'ai pas entendu, peut-être que l'ANSS peut nous démentir en nous donnant des statistiques, par exemple des contaminations par zone, des contaminations par catégorie professionnelle. Qu'on sache combien de femmes vendeuses dans des marchés de Conakry ont contracté la maladie. Ouais. J'ai bien envie de le savoir aujourd'hui. Ouais. En tout cas, ces femmes-là ont toujours continué à vendre depuis mars 2020. Il n'y a eu aucun problème à ce niveau. Vraiment, je me pose la question, pourquoi on est en train de maintenir les mêmes mesures? Ce ne sont pas les mesures qui nous ont aidés à limiter la propagation. Je crois qu'il y a autre chose et c'est ça doit être expliqué autrement. Les contaminations sont venues dans les milieux professionnels, dans les bureaux, c'est au niveau de l'État, au niveau des entreprises, des gens qui travaillent avec le stylo, avec l'ordinateur. À la présidence même aussi. À la présidence, ce sont eux qui ont contracté le virus. Ouais. Donc je pense qu'il faut quand même permettre à ce que ces citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec l'administration, puissent, n'est-ce pas, chercher leur pain quotidien et normalement, donc à ces tenanciers de bar, à ces opérateurs culturels qui sont en train de souffrir énormément, il ne sert à rien de continuer à les maintenir dans cette situation. Sinon, autrement, on est en train de faire du mal à nous-mêmes, à l'économie nationale, et c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas d'aide qui suit. Ouais, c'est nous l'État. La question que j'ai envie de poser ce matin, Lamine, comment contractons la maladie, coronavirus? Est-ce qu'il y a une façon différente de la contracter? Je crois que depuis le départ, c'est la même manière. C'est le contact physique, c'est parfois les sécrétions au niveau de la bouche ou encore du nez. Et pour éviter cela, on nous recommande de porter le masque. Ouais. Mais comment se fait-il que des militants au quotidien vêtus de jaune se réunissent tous les jours au Palais du Peuple? On y a même installé des villages, des tentes qu'on appelle villages, je crois RPG, villages PRAC, qui sont installés au Palais du Peuple. Là-bas, le RPG a le droit de se mobiliser tous les jours. Et ça, c'est tout le temps, on le constate dans le journal de la RTG. Il y a un journal dédié à cela. Un journal juste après l'édition d'information de 20h30. Une édition entièrement consacrée au RPG Arc-en-Ciel où il y a de la mobilisation. Ouais. Mais comment comprendre qu'on proroge l'état d'urgence sanitaire en interdisant aux gens de se réunir à plus de 50 personnes? Mais c'est ce qui se passe là, Lamine. Parce que j'ai envie de savoir, est-ce que les partis politiques en course pour la présidentielle vont-ils faire campagne? Cela, je ne crois pas du tout, parce que ça aurait dû commencer hier. Makale Traoré certainement sera là de dire comment elle compte faire campagne, mais j'ai l'impression qu'on va faire comme aux élections législatives, où on a fait campagne au niveau des porte-à-porte, où il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation. Ouais. C'est ce qui va se passer malheureusement. Peut-être c'est la nouvelle stratégie. Voilà. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.